écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Aujourd'hui, on va faire un exercice ensemble très intéressant, un exercice même passionnant. On va changer de point de vue pour nous raconter, vue du Sud, raconter cette histoire invisible qui nous lie au sud du Sahara. Pour ça, on a invité l'historien sénégalo-mauritanien Abdelrahman Gaïdé et on est très content de vous recevoir. C'est Abdelrahman, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. C'est vous qui avez utilisé, quand on préparait ce podcast, ce concept d'histoire invisible. Est-ce que vous pouvez le développer ? Merci d'abord de me donner l'occasion de parler à mes compatriotes de ce côté-là, puisque je considère que nous sommes dans un espace qui nous unit et dont l'avenir dépend de ce que nous devons faire, et surtout l'observation en surplomb de cette histoire qui nous a fabriqués jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cette histoire invisible dont je parle dans un article d'ailleurs publié au Maroc, en français et qui a été traduit en arabe, me semble être quelque chose d'extrêmement important pour les générations à venir. Pourquoi je parle d'histoire invisible ? Puisqu'elle n'est pas du tout enseignée ni chez nous, ni ici de ce côté-là. Non. Nous avons peut-être retenu quelque chose qui trouble davantage notre histoire que les éléments qui se sont disséminés à l'intérieur même de nos contacts et qui sont aujourd'hui visibles dans nos sociétés au sud. Je prends un exemple rapidement. C'est l'habillement, c'est le manger, tous ces éléments qui réapparaissent. Des éléments de vocabulaire aussi. Et du vocabulaire aussi, sur lesquels nous n'avons pas du tout beaucoup travaillé. Peut-être c'est lié au fait que le recul historique est trop profond au point que nous avons souvent peur d'aller creuser davantage. Et l'autre élément, c'est qu'aussi, nous, jeunes d'aujourd'hui, ou relativement jeunes d'aujourd'hui, nous n'avons pas été trop curieux pour créer une forme d'interpénétration. Nous avons considéré peut-être le Sahara qui nous sépare comme étant une mer vide, alors que nous savons que nos ancêtres ont toujours traversé ces lieux et qui ont permis de maintenir des relations multiséculaires, où il y a eu des métissages extrêmement importants qui ne sont pas du tout apparents aujourd'hui, puisque les gens ont disparu dans leur chromatisme ou bien ont disparu puisqu'il n'y a plus de signe extérieur qui permet de dire il est d'origine marocaine, il est d'origine sénégalaise ou mauritanienne. De toute façon, on va parler d'une époque où les concepts de Maroc, Mauritanie, Sénégal sont un petit peu difficiles à définir. En tout cas, on va utiliser ces mots pour avoir une idée sur l'espace dont on parle, comme on l'appelle aujourd'hui, mais c'est pas des concepts qui existaient. Non, justement, c'est pas des concepts qui existaient, c'est venu se superposer sur quelque chose. Et je crois que l'invisibilité dont je parle est liée à ce palimpseste qui s'est superposé. Il y a trop de couches historiques qui se sont superposées entre les deux parties, si on peut parler de parties, le sud du Sahara et le nord, mais les entités en tant que telles existaient en tant que royaume, pas en tant qu'État moderne comme en tant que royaume. En tant que royaume, pas en tant que... On va essayer, nous, de mettre des petits coups d'éclairage sur ces zones invisibles. Et quand en préparant ce podcast, on pourrait commencer par exemple par la dynastie des Almoravides, Morabitoun en arabe, qui viennent du sud du Maroc ou du nord je sais même pas comment les définir, mais qui viennent de quelque part, voilà. Si nous considérons ce que vous aviez dit tout à l'heure, qu'on n'avait pas d'entité bien déterminée, que nous étions dans des espaces larges où je crois que les Almoravides, il est attesté qu'ils viennent du sud. Ce sont des Sanhaja ou des Sanhaja ou des Naga. Ouais. Mais mélangés avec d'autres populations. Ce n'était pas un mouvement ethnique, même s'il y avait une prédominance de Sanhaja ou de berbères. Mais il y avait aussi des Noirs qui étaient coalisés puisque c'était au nom de l'islam, ce n'était pas au nom de l'ethnicité ou bien au nom de la tribu.
l'un des premiers éléments qu'il faut reconnaître, c'est la destruction d'un grand royaume quand même négro-africain, si je peux m'exprimer ainsi, le royaume du Ghana. Le royaume du Ghana, oui. Oui, Dont la capitale était Kumbi Salé. Kumbi Salé, et qui a été détruite en 1891. En 1091. 1091 plutôt. Et donc, c'est ce processus qui a certainement consolidé le mouvement des Almoravides pour qu'ils puissent penser aller au-delà de ce lieu. Alors, il a été détruit par qui? Il a été détruit par les Almoravides. D'accord. Aujourd'hui, cette capitale de Kumbi Salé, elle serait dans quel pays? Elle est en partie, la grande partie en Mauritanie en réalité. Et c'était un royaume soninké. On sait que les soninké ont toujours été, d'ailleurs, il se dit que c'est eux les vecteurs de l'islam en Afrique de l'Ouest, parce que c'était de grands commerçants qui bougeaient beaucoup. Et aujourd'hui, Kumbi Salé se trouve dans la zone mauritanienne. Et je crois qu'il y a eu plusieurs fouilles dans cette zone, mais on n'a pas encore approfondi cette question pour savoir les réalités qui ont conduit à la destruction de ce royaume qui englobait l'ensemble de cette partie. D'accord. En détruisant le royaume, les Almoravides, enfin, c'est une sorte de colonisation en fait, on peut dire ça comme ça, ou c'est un mauvais mot? Je crois que c'est un mauvais mot. Est-ce que ce n'est pas lié plutôt à une nouvelle idéologie récupérée par des individualités bien déterminées, l'idéologie de l'islam, pour mettre en place une société sur la base de l'islam? Je crois que il faut qu'on considère, bon, je ne sais pas si c'est une colonisation, mais c'est une nouvelle pensée qui arrive, qui s'impose et qui s'étend. Et qui s'étend dans les poches sociales, dans les poches territoriales, mais je ne pense pas qu'on puisse toujours dire que c'est de la colonisation. D'accord. C'est un apport. Qui est War Djabi Ndaye? War Djabi Ndaye, d'après les traditions et les écrits et les tarikhs, War Djabi Ndaye était un roi dans la ville de Silla, qui est presque indéterminée jusqu'au jour d'aujourd'hui, et sur la vallée du fleuve Sénégal. Et apparemment, War Djabi Ndaye aurait participé avec un contingent pour accompagner les Almoravides dans leur conquête de l'Espagne. D'accord. Et cet événement est rappelé avec beaucoup d'honneur par ceux qui pensent que peut-être ça valorise un tout petit peu l'histoire de cette région-là. Ça valorise l'histoire de cette région-là, de savoir qu'elle a participé à la conquête de l'Andalousie. Mais c'est très important de voir que... Bien sûr. Bien sûr. Mais sachant que nous n'avions pas d'idée de la participation ni de War Djabi Ndaye, ni de son contingent dans cette affaire. Non. Bon, malheureusement, c'est ça aussi l'histoire. L'histoire, c'est chacun tire de son côté. Nous, de l'autre côté, on aimerait bien participer, certainement. C'est peut-être lié à tout cela qu'on fait intervenir ce nom, qui revient en tout cas de manière régulière dans le processus de conquête ouvert par les Almoravides. D'accord. Est-ce que les Almohades, la dynastie suivante, ont quelque chose de remarquable par rapport à leur rapport avec le Sud, par exemple? Oui, les Almohades, l'épisode le plus important peut-être, c'est un épisode qui va dater de plus tard, je crois. Est-ce qu'ils ne sont pas à l'origine, ils sont à l'origine de la naissance de cette relation particulière qui va aboutir peut-être plus tard, en 1591, à l'arrivée de ce Téridi qui viendra de Tombouctou. Oui, ça, on va parler justement. On arrive à 1591, Ahmed el-Mansour envoie un contingent sadien géré par Jodar, commandant militaire, et il part prendre Timbuktu, c'est comme ça qu'il faut le dire. Voilà. Donc c'est Ahmed el-Mansour qui va s'illustrer dans notre histoire par Ahmed el-Mansour al-Dahbi. Pourquoi débarque-t-il à Timbuktu en 1591, s'il vous plaît? Bon, d'après ce que j'ai lu, l'historien Habib Tol, qui est spécialiste du Maroc, entre guillemets, dans son ouvrage, il dit que El-Mansour a voulu conquérir cette zone, puisque argumentant que l'islam était faiblement introduit à l'intérieur des sociétés. Alors que si on remonte dans le temps, on sait très bien que déjà, il y avait de l'islam tout autour. Et en réunissant ces conseillers, ces 9 conseillers, si je ne m'abuse, il avait argumenté que monsieur, en réalité, ce n'est pas l'islam qui vous conduit là-bas, mais c'est plutôt un problème économique. Et je crois qu'en ce moment, comme le dit Habib Tol d'ailleurs dans son livre, qu'il y avait une chute du sucre au Maroc et il y avait un problème de main-d'œuvre. Il fallait donc aller chercher la main-d'œuvre qui était de l'autre côté. Et je crois que cette expédition renseigne beaucoup, puisque c'est Pacha Juder. Oui, c'est un mercenaire. L'Andalou, ouais.
qui a dirigé tout cela. Ce qui veut dire peut-être que quelque part aussi, ce n'était pas une expédition qui avait pour objectif de coloniser, mais de contrôler économiquement. Puisqu'en ce moment, je crois qu'il y avait la Turquie qui était, les Ottomans qui étaient là, et puis la route de l'Espagne n'était plus possible. Il fallait se développer vers le sud. Il fallait se développer vers le sud. Donc ils récupèrent de là-bas du sucre, c'est ça? Non, c'est les esclaves plutôt. Ah, d'accord. Le sucre n'était pas du tout cultivé là-bas. Le sucre était cultivé au Maroc. Alors je renvoie les auditeurs à un podcast sur Ahmed Mansour Dahabi qui raconte comment il a modernisé la production de sucre. Et on découvre avec Abdrahman Ngaïdé qu'il est allé chercher de la main-d'œuvre, donc des esclaves en fait. Et oui. problème, ces gens sont musulmans et donc d'un seul coup ça pose un problème idéologique puisqu'on ne peut pas, en tout cas pas facilement, en tout cas pas théoriquement, attaquer des frères musulmans. Normalement, cette zone était déjà islamisée. Si on remonte à 1255 avec l'expédition, la grande expédition de Kanka Moussa. Alors Kanka Moussa, 1255, c'était un roi malien, l'un des rois les plus en vue et qui était déjà représenté dans les cartes catalanes et majorquines, qui commençaient déjà à cerner la géographie de l'Afrique. C'est l'un des seuls rois qui est au milieu d'une carte avec une couronne en or et une grosse pépite. Et qui a fait donc les Européens voyaient Kanka Moussa et son royaume comme une mine d'or. Comme une mine d'or. Voilà. Et puis le Maroc aussi le considérait comme une mine d'or. Je pense qu'il y a une anecdote d'ailleurs qui dit si vous voulez vous soigner de quelle maladie, il faut aller au sud. Si vous voulez aussi de l'or, il faut aller au sud au Mali. Le Mali était considéré comme étant un lieu où il y avait de l'or. D'accord. Donc Kanka Moussa prend beaucoup d'or et va en Égypte. Et va en Égypte et traverse toute cette partie. Un voyage de, comment on peut le traduire? Un voyage de tourisme, de diplomatie Moi, à un moment donné, je voulais même écrire sur ça, parler de voyage tonitruant de Kanka Moussa. Puisqu'il a dû certainement impressionner, puisqu'il est parti avec des milliers de cavaliers, des milliers d'esclaves, et il avait des ânes chargés d'or. On parle de 90 kilos. 90 kilos au point de faire chuter le prix de l'or dans la Méditerranée. À ce moment-là, Kanka Moussa n'est pas musulman, on est d'accord? Ah si, il est musulman. D'accord, il est musulman. Oui, il était parti pour le pèlerinage à la mer. Ah d'accord, donc c'était ça. C'était pour le pèlerinage. D'accord, donc 1255. Oui, et il arrive en Égypte, il rencontre les plus grands riches de l'Égypte qui lui ont prêté de l'argent pour continuer son chemin. Et arrivé, par exemple, en Arabie, il a lancé une idée qu'il voulait ramener quelques descendants du prophète pour qu'ils puissent renforcer la pratique de l'islam chez lui. D'accord. Et les chefs qui étaient là disent « Ah, ce noir dépasse les limites. Comment il peut demander les descendants du prophète ?» Il a insisté. Tout d'un coup, on lui a dit, bon, vous pouvez peut-être chercher. Il a fait le tour des mosquées où il annonçait, tout celui qui veut me suivre au sud, il a même donné des prix. D'accord. Il a recruté. Il a recruté. C'est un recrutement. Mais ceux qui ont pris les dettes aussi, il va les payer après. Parce que les enfants, les descendants de ceux qui lui ont prêté de l'argent vont revenir récupérer l'argent qui a été, d'où une forme d'honnêteté peut-être quelque part. Mais c'est pour dire tout simplement que 1591-1255, il y a 3 siècles quand même il ne faut pas que les gens oublient qu'il y avait l'islam déjà. Parce que c'est avec son retour qu'il va construire les grandes mosquées. Avec justement ces recrutés. Ces recrutés qui vont essayer de diffuser l'islam dans la société, dans cette société-là. Donc du coup, quand Ahmed Mansour arrive, enfin les soldats d'Ahmed Mansour arrivent en 1591, il trouve des musulmans. Ah ben il trouve des musulmans. Et Mustafa Khadi nous a raconté dans un podcast qu'un grand cheikh de Timbuktu a été ramené, je pense, de force à Marrakech pour rencontrer le sultan. Et qu'il y a eu une espèce de joute verbale un peu théologique entre les deux. C'est bien ça? Ahmed Baba Tombouctou a été ramené ici, puisque tout simplement la discussion tournait autour de est-ce qu'il est légitime d'esclavagiser des Noirs ou des individus qui sont déjà dans l'islam. Et Ahmed Baba Tombouctou était reconnu comme étant quand même un grand érudit et qui est venu discuter de cela. Et je crois que c'est pourquoi il a été éloigné. Et il fallait le récupérer peut-être pour, je ne sais pas, peut-être c'est une hypothèse, pour que le bruit ne puisse pas courir au niveau de cette zone pour contester l'arrivée de Mansour et des Marocains qui viennent s'installer dans cette zone. Et il faut rappeler que là,
c'est l'empire Songhai, ce n'est plus l'empire du Mali en tant que tel, le grand empire de Kanka Moussa. C'était l'empire Songhai, le dernier empire qui organisait toute cette zone qui a été détruite en 1591. Par les Saadiens. Par les Saadiens. Et qui a fait qu'il y a une dispersion de population. D'ailleurs, il y a une grande migration des Peuls à partir de cette date et qui vont traverser toute l'Afrique de l'Ouest et qui vont construire de nouveaux États islamiques. Pourquoi la destruction de l'empire Songhai crée un mouvement de Peuls? Mais les Peuls étaient, comme d'habitude, c'est des nomades. D'accord. Donc ils sont plus victimes. Ils ne connaissent pas l'armée, ils sont plus victimes. Donc il a fallu migrer pour aller chercher d'autres pâturages. Et un personnage important qui revient dans toute l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, Koli Tengela, qui a fait un grand mouvement. Ça a bouleversé, en tout cas l'attaque de Mansour a bouleversé la démographie, mais a créé aussi de nouveaux États. C'est pourquoi les grands empires ont disparu. D'accord. Il y a des petits États. Des petits États qui répondent à des critères ethniques bien déterminés. Pas du tout... Parce que quand vous parlez d'empire du Mali ou de royaume Songhai, on dépassait l'ethnie, c'est-à-dire que c'était plus grand. Voilà. C'était plus grand. Et l'attaque de Mansour a cassé ça et en a fait... ces gens sont regroupés par ethnie pour des micro-royaumes, c'est ça? Je crois que ça, c'est important à souligner puisque le Mali regroupait l'ensemble des ethnies. D'accord. La langue mandingue était imposée, oui. Même le comportement mandingue était imposé, tout en respectant l'existence des autres ethnies à l'intérieur de l'empire. Mais tout le monde répondait du Mansa. D'accord. Déjà, excusez notre ignorance, parce que déjà qu'on n'était pas très fort en histoire du Maroc, alors l'Afrique de l'Ouest, on ne maîtrisait pas bien, donc excusez notre ignorance. Mais est-ce que, question très simple, l'or comme monnaie d'échange européenne ou occidentale, est-ce que l'or était quelque chose qui avait une énorme valeur au Mali? Non, l'or avait une valeur, mais la valeur c'était pas comme on le pensait. Parce que c'était... Ils ont découvert la valeur de leur sous-sol quand ils ont vu dans quel état se mettaient les Européens et les Nord-Africains quand ils savaient qu'il y en avait beaucoup. Ou qu'il y en avait beaucoup. Ouais, puisque eux, ils le prenaient pour, certainement, c'est lié peut-être à des cosmogonies. Je n'ai pas la spécificité qui les caractérisait, mais je suis persuadé que l'or n'était pas si important que cela. C'était pour des opérations bien déterminées. Mais quand il y a eu cette affluence, l'or est devenu quelque chose d'important. Mais l'or, c'était comme un objet. C'est vrai que ce n'était pas accessible à l'ensemble de la population, c'était accessible plutôt au roi. Donc c'était peut-être une monnaie de roi pour permettre au roi d'avoir des relations diplomatiques avec les autres, puisque c'est les kauris qui marchaient comme monnaie. Les kauris? Oui, c'est-à-dire? Les kauris, c'est... Les coquillages? Les coquillages. D'accord. C'est les coquillages, les kauris. Les coquillages qu'on trouve beaucoup dans les décorations des Gnawa. Oui, voilà. Donc il y a une certaine logique. Rouge, ouais. Donc c'était la monnaie. Ouais. Et l'or n'était que pour l'embellissement peut-être des rois. Et puis voilà. On a une tradition dans le sud du Maroc de caravane vers l'Afrique subsaharienne, de commerce transsaharien, etc. Est-ce qu'il y a eu de l'autre côté des caravanes Songhai ou maliennes qui sont venues pour commercer avec l'Afrique du Nord? Bon, si je suis quelque chose que j'ai lu il y a longtemps, je ne me rappelle pas très bien, je pense que c'est toujours Habib Tol, qui parle de Tanger comme étant un port lointain du royaume du Mali. Et que les Noirs qui sont venus au Maroc ne sont pas venus obligatoirement en tant qu'esclaves. Ils sont venus s'installer. C'était des contingents. Des commerçants? Des contingents militaires. Des contingents militaires? Oui. Mais de quelle période on parle? Bon, c'est une période peut-être 11e, 12e, 13e ou 14e siècle, je ne sais plus. De toutes les façons, il y a dans ce livre d'Habib Tol un élément qui m'a un peu troublé. Est-ce que Tanger était un port lointain? Ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Mais en tout cas, il y avait une liaison très forte entre cette zone et on voit, tous les Noirs marocains ne sont pas du tout d'origine esclave. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui est de palpable, de facile à repérer et d'évident, par exemple au Sénégal ou en Mauritanie, qui correspond à un héritage de ces échanges, de cette présence? On parlait du nom des prières. Alors on ne sait pas qui les a empruntés à l'autre. Notre ami Moustapha El-Kadiri, quand j'ai des problèmes pour la prononciation de mots de chez nous, je le contacte
pour voir est-ce qu'il y a une correspondance avec le Amazigh. Je ne sais pas qui a emprunté chez l'autre. L'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déposé. Oui, bien sûr. Et qu'il faut certainement prendre en charge, qui est cette invisibilité qui s'impose, qui s'impose à nous. Elle est visible dans la translittération des mots. Dans quelle autre zone on peut la trouver de façon aussi visible? Bon, cette influence longue, où est-ce qu'on peut la trouver? C'est peut-être aussi dans le conflit de paternité. Par exemple, les Mauritaniens et les Marocains, chacun d'entre eux dit que le ribat était là, le ribat était de l'autre côté. On n'a pas encore soldé cette histoire longue. Mais l'autre élément qu'on peut déceler, c'est la naissance des tariqas musulmanes qui sont rattachées au nord, par exemple, surtout au Maroc. Oui, ça c'est. Développement. Je pense que ça c'est un héritage sur la longue durée et qui nous permet de comprendre qu'il y avait toujours eu ces relations particulières et privilégiées entre le sud et le nord. À quel moment ces relations sont créées? Est-ce qu'on a une idée sur par exemple, la Tijanine? Bon, on peut remonter peut-être au 19e siècle, au moment où la Tidjaniya s'est développée chez nous. C'est le 19e siècle. C'est un peu plus tard. Parce que je vous ai dit en préparant que l'un des vecteurs de la Tidjaniya, c'est El Hadj Oumar Tall. Donc parlez-nous de El Hadj Oumar Tall. El Hadj Oumar Tall, il est né dans la vallée du fleuve Sénégal, un village qui s'appelle Halwar, pas loin de chez moi, d'ailleurs à 60 km de chez moi. Il est né quand à peu près? Dans quelle période? 1792. D'accord. 92 ou 97, je ne sais plus. Il a fait un long voyage à la Mecque à pied. Et c'est là qu'il a... C'est une grosse performance. C'est une grosse performance. Il est parti, il a fait le tour du Nigeria, il est allé... Et donc, à son retour, il avait le wird Tidjan, le tisbih. Le chapelet. Voilà. Mais lui, à partir de 1854, il va aller à l'Est, justement, comme si tout le monde devait aller au Mali. Il allait lui aussi conquérir le Mali comme El Mansour. C'est ça qui... Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'important, il faut que les gens étudient de plus en plus l'histoire du Mali. La centralité du Mali dans les relations entre le Nord et le Sud. On présente aujourd'hui le Sénégal comme étant la porte de l'Afrique, mais je crois que la porte de l'Afrique, c'était le Mali. Il y a un chapitre qu'il faut qu'on ouvre, c'est le chapitre de l'esclavage. Donc, on connaît tous le commerce triangulaire avec des bateaux européens qui chargeaient, ceux qui peuvent aller à Dakar d'ailleurs, voient même à l'île de Gorée l'organisation concrète de cette déportation massive. Quel est le rôle des Marocains dans cette affaire? Oulala. Les Marocains, on va aller rapidement. Ouais. Bon, on peut y aller lentement. Non, je vais aller rapidement puisque je crois que le Maroc a joué un rôle très important, surtout dans la vente des chevaux. Puisque jusqu'au milieu du 19e siècle, les royaumes du Kayor, qui sont des royaumes wolofs, pour avoir un cheval pur sang, un cheval arabe, Fassou Narougour, les wolofs disent Fassou Narougour. Fas, c'est déjà Fez. Narougour, Nar, c'est l'arabe. Gour, c'est l'homme. Pour avoir ça, il faut 10 esclaves jeunes. Pour un cheval. Pour un cheval. Et le marché des chevaux, c'était ici. D'accord. Donc on avait un commerce de chevaux. Un commerce de chevaux en échange avec les esclaves. Jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est ce que je dis. C'est hier. Donc réexpliquez-nous Fassou Nar ou alors Fassou. Fassou, moi, c'est le cheval de l'arabe, mais l'homme, qui est égal à l'homme. Un pur sang, il faut 10 gaillards. Donc il y avait une sorte de troc où un cheval vaut 10 esclaves. Et imaginez-vous des rois qui avaient 200 ou 2000 chevaux. Il y a des rois qui ont rassemblé 2000 chevaux, ce qui signifie combien d'individus. D'accord, donc ça veut dire qu'ils ont livré 20 000 esclaves. 20 000 esclaves peut-être. Bon, les chiffres, il faut qu'on les évite. L'essentiel maintenant, c'est de comprendre que c'était un commerce. Malheureusement, moi j'ai l'habitude de le dire publiquement, que malheureusement l'être humain était une marchandise. Oui. Un certain type d'individu était même une marchandise. Une marchandise moins chère que le cheval. Moins chère que le cheval. Le taux est étonnant. Donc, mais le rôle du Maroc est bien précis dedans, puisque je crois que le Maroc a beaucoup utilisé, surtout du côté de la vallée du fleuve Sénégal, les femmes.
l'esclavage des femmes, peut-être qui étaient dans les harems. Il est attesté peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent de la vallée du fleuve Sénégal qui ont été installées ici au Maroc et un peu partout, surtout au Maroc. À Marrakech, moi j'étais étonné de voir ce palais. Je demande à qui appartenait ce palais. On m'a dit que c'était un esclave, mais qui était important dans le dispositif et qui a été même régent quelque part. Donc ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose quand même, des relations très intimes entre ceux qui venaient et ceux qui les achetaient. Mais quand on parle d'esclaves, par exemple, c'est des esclaves qui sont, j'ai envie de dire, kidnappés par des conquêtes militaires ou qui sont vendus par les rois locaux, ou comment ça marche? Vendus. Il ne faut même pas qu'on essaie de se cacher la face. Je vous ai dit que c'était un marché. Il fallait une offre et une demande. Et donc c'était des guerres. Et l'argument principal de ces guerres, c'est l'islam et la djihad. C'était ça l'argument principal. Et tous les, que ce soit le commerce transsaharien, que ce soit le commerce triangulaire, l'islam a joué un rôle extrêmement important dans l'industrie de l'esclavage. Dans l'industrie de l'esclavage vis-à-vis de chez nous, pas de l'industrie de l'esclavage vis-à-vis de l'Amérique. Non, vis-à-vis de chez nous, puisque c'était un argument solide pour esclavagiser les autres, puisqu'il fallait les ramener à l'islam. Mais ce qui est paradoxal dans notre comportement, c'est que quand on t'intègre en tant que musulman, normalement, tu n'es plus un esclave. Tu ne deviens plus esclave. Comment donc ce statut s'est perpétué en tant qu'héritage sanguin? C'est ça le problème. Comment il devient un héritage ineffaçable, presque. C'est ça notre grand problème. Le problème, ce n'est pas d'être capturé. Capturé, certes, transformé, mais on aurait dû accéder à cette liberté que prône l'islam, enfin les esclaves. J'ai une question sur ces esclaves subsahariens. En Amérique, que ce soit du Nord ou du Sud, ces esclaves ont donné lieu à une sorte d'industrie, du coton par exemple dans le sud des États-Unis, de la canne à sucre à Cuba, des choses qui ont une sorte d'industrialisation de production avec une main-d'œuvre gratuite et qui comptait pas, donc on pouvait exploiter jusqu'à... Chez nous, ça n'a pas donné ça n'a pas donné ça. Quel type d'esclavage on avait? C'est un esclavage de proximité, c'est un esclavage de maison. C'est pas un esclavage, on n'a pas déployé des contingents dans des champs pour cueillir les oliviers. Enfin, j'ai du mal à voir ces esclaves. Est-ce que c'est... Bon, je pensais à un esclavage de luxe. C'est un esclavage de luxe, voilà. Je crois. Parce qu'il alimentait les harems. Il fallait choisir les belles femmes. Et elle alimentait aussi les harems par les belles femmes et les eunuques. Et vous avez parlé de l'armée. Donc c'est un esclavage vraiment de luxe, je crois. C'était l'aisance... Donc c'est des domestiques. C'est des domestiques. Des esclaves de maison. Domestiques. C'est ça. C'est pas rien à voir avec l'esclavage américain. Mais attention, moi sur ce plan, par exemple, je ne fais pas la différence. L'essentiel, c'est l'état de captivité entre guillemets qui est dans la tête. C'est la tête de l'individu. Je ne suis pas en train de ranger les catastrophes, je suis en train d'essayer de les comprendre. Ah non, et de les expliquer. Non, je ne dis pas que vous vous classez. C'est moi-même qui... Puisque je suis aussi sur la base de ma société qui est esclavagiste, moi. Moi, les Halpula, c'est des esclavagistes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des familles qui nous sont liées et qui réclament leur origine esclave. D'accord. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas spécifique. Là, c'est une exportation ou importation, mais nous, à l'intérieur de nos sociétés, il y a des familles aujourd'hui. Moi, je travaille sur une association d'anciens esclaves de mon ethnie qui revendique sa place dans tous les villages aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'ils réapparaissent avec un nouveau discours. Donc, ce n'est pas spécifique aux Amériques ou au Maroc, mais c'est un cas général. Quand on parle de commerce transsaharien à travers les âges, j'ai compris donc que l'Afrique du Nord allait chercher de l'or, allait chercher des minerais, c'est bien ça? Des esclaves. L'Afrique cherchait des chevaux, par exemple. Quoi d'autre? La plupart du temps, je pense que c'était ça. Et malheureusement, les chevaux étaient plutôt pour renforcer les guerres et renflouer peut-être l'économie esclavagiste. C'est ça qui est un peu triste. Mais c'est jusqu'aux dernières années, par exemple, moi, jusqu'à il y a 40 ans de cela, chez nous, il faut toujours qu'il y ait un cheval à l'intérieur d'une famille. C'était presque... Le cheval est considéré comme quelque chose de sacré. Et c'est normal. C'est maintenant que je comprends pourquoi c'était sacré. C'est acheté quand même avec des êtres humains. Mais le cheval est très bien entretenu de manière
il est plus entretenu qu'un individu. Vous allez au Cameroun, il passe avant la femme, chez les milieux Peul. Parce que je crois que nous n'avons pas été très bien influencés par les Arabes. Ce sont les Camerounais et les Nigérians qui ont été sérieusement influencés puisqu'ils ont créé des émirats. Chez nous, il n'y avait pas d'émirats. Qu'est-ce qu'on appelle un émirat alors? Bien, comme les émirats arabes, réunissant avec toute la structure des émirats et qui prend la hiérarchie comme chez les Arabes. Hein. Mais chez nous, ça n'a pas existé. Nous avons connu des républiques théocratiques. C'est-à-dire basé sur la religion. Basées sur la religion. Comme des Zaouïas. Oui, comme des Zaouïas. Mais ce n'est pas... bon, cette influence, elle reste peut-être maintenant à la surface de la chose, mais elle est toujours là. Moi, personnellement, je crois que je suis influencé par le Maroc depuis très longtemps, depuis l'âge de 12 ans, où je devais visiter le Maroc pour la première fois, 73, 74. Donc, il y a quelque chose, cette image qu'on a. Aujourd'hui encore, c'est plus important, puisque depuis ce matin, je correspondais avec des gens au Sénégal. On a une grande image du Maroc jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré cette histoire qui s'est passée. Je crois que c'est ça aussi le résultat le plus important, c'est que ça a permis d'atténuer peut-être cette vision étriquée du monde. Merci pour ces éclaircissements, c'était passionnant. Si Abdelrahman, on espère vous avoir bientôt dans ce podcast pour nous éclaircir, parce que vraiment, on part de loin. On se rend compte à chaque podcast à quel point on a des choses à apprendre. Merci de nous avoir éclairés sur cette histoire invisible. Merci à vous aussi. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Histoire sur Radio Ma'arif. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.